Donc, je suis doctorant au CESTIM sous la direction du docteur Godard. Et merci de l'opportunité que vous m'offrez de présenter dans ce webinaire. Mon propos va être volontairement assez généraliste, à la fois panoramique et synthétique, autour d'un certain nombre de méthodes que nous utilisons en épidémiologie spatiale et qui ont trait au rôle de la mobilité humaine dans la diffusion des maladies transmissibles. 500 ans avant Jésus-Christ, des mesures de quarantaine étaient prescrites en cas d'affection jugée transmissible. Au XVIe siècle, on connaît l'histoire du déclin démographique de l'Amérique précolombienne suite à des épidémies transportées depuis l'Ancien Monde. Plus récemment, l'histoire du choléra 2010 en Haïti, le SRAS et l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest sont des exemples qui traduisent fortement le rôle de la mobilité humaine dans la diffusion d'une épidémie. Sans oublier que même lorsque l'on est en phase d'éliminer une maladie transmissible, la mobilité humaine peut venir miner l'atteinte de cet objectif, ce qui semble avoir été le cas dans les années 60 pour le paludisme dans certaines régions du globe. Le contexte actuel est marqué par une mobilité de plus en plus accrue des populations. On recense plus d'1 million de vols internationaux par semaine et des centaines de millions de trajets en train et par autoroute. Tout ceci face à des menaces potentielles en termes d'émergence de nouvelles maladies et face au besoin d'éliminer certaines maladies plus anciennes comme le paludisme et aussi ce qu'on ne saurait exclure formellement, le risque d'introduction malveillante de pathogènes transmissibles dans l'environnement. Il paraît donc impératif d'évaluer la nature et la répartition du phénomène de mobilité humaine ainsi que les principes qui la régissent afin de les prendre en compte à côté des mécanismes de transmission. Une synthèse des différents types et moyens de déplacement nous montre que le phénomène de mobilité humaine s'inscrit à des échelles variées en fonction essentiellement de la distance parcourue. Le temps de séjour à destination peut également être pris en compte. Ici, à gauche, on voit les flux de migration à l'échelle internationale et à droite, une reconstitution des flux de mobilité en Afrique de l'Ouest qui se base sur la traçabilité des mouvements de téléphone portable. Comment évaluer la mobilité humaine? L'idéal serait d'avoir un relevé instantané et continu de la position de tous les individus de la population dans le temps, ce qui bien sûr est une grande utopie pour un tas de raisons. On peut construire des réseaux de connectivité humaine en s'appuyant sur des enquêtes ou l'utilisation de puces RFID, mais en général, on est à une échelle restreinte en termes de distance. On peut se baser sur des méthodes de dénombrement, telles que par exemple les compteurs de trafic ou diverses informations contenues dans des bases de données de voyage. On peut aussi utiliser des marqueurs. Et par exemple, en 1998, Esther aux États-Unis a eu l'idée de tracer le mouvement des billets de banque. Chaque billet de banque étant transporté normalement par un individu, on peut ainsi approcher le mouvement humain. Comment ça se passe concrètement? C'est que des volontaires s'inscrivent sur un site et chaque fois qu'ils rentrent en possession d'un billet de banque, ils vont en inscrire le numéro de série sur les sites en précisant leur code postal. Il est ainsi possible de reconstituer des cartes qui tracent le parcours des billets. La même méthode est utilisée depuis quelques années, mais avec cette fois-ci pour marqueur le téléphone portable, ce qui donne d'assez bonnes estimations puisque les régions les moins équipées de la planète aujourd'hui ont un taux de pénétration de l'ordre de 70%. Lorsqu'on n'a aucun proxy ou en termes de données relevées pour estimer la mobilité humaine, on peut se reposer sur des lois mathématiques pour estimer cette mobilité. Et nous allons regarder un peu plus en détail quelques-unes de ces lois. La première, c'est le Lévy-Flight. C'est en étudiant la mobilité dans la survie animale que des auteurs dans les années 80
vont remarquer que celle-ci décrivait une distribution décroissante des trajets effectués, une distribution dont la queue n'était pas exponentiellement bornée, et c'est ce qu'ils vont appeler un Lévy-Flight. En reprenant l'étude de la circulation des billets de banque dans l'espace, Brockman va remarquer que c'est la même loi qui est suivie, moyennant juste un paramètre mu. Ci-dessous, un Lévy-Flight qui s'oppose au mouvement brownien, en cela que dans un mouvement brownien, la distribution des trajets effectués va plutôt suivre une loi normale. À droite, on voit une décroissance de type exponentielle, et comparée à des décroissances de type puissance, la décroissance exponentielle devient de plus en plus marquée. Et on dira des décroissances de type puissance, par exemple, qu'elles ne sont pas exponentiellement bornées. En s'appuyant sur le principe de l'attraction gravitationnelle, des auteurs vont élaborer une nouvelle méthode d'estimation des flux de mobilité. Alors, Isaac Newton stipulait que la force d'attraction entre deux corps célestes dépendait proportionnellement de leur masse et de façon inversement proportionnelle à la distance qui les sépare. De façon analogique, Zipf et d'autres après lui vont estimer le flux de mobilité entre deux sites comme dépendant positivement de leur taille de population et négativement de la distance qui les sépare. Cette décroissance du flux en fonction de la distance va être gérée simplement par une famille de fonctions. On va retrouver les fonctions de type puissance, exponentielle et sigmoïde. S'appuyant sur une autre loi qui est celle du principe d'absorption des particules électromagnétiques, Simini va proposer une méthode d'estimation du flux de mobilité entre deux sites comme dépendant de leur taille de population, mais aussi de la densité de population environnante. Et comme le montre cette formule, plus I et J sont des sites peuplés, plus la probabilité de mouvement entre eux va être grande. Mais par contre, si SIJ est grand, c'est-à-dire que l'environnement est très peuplé, parce que SIJ c'est la population du cercle dont le centre est le départ et le rayon départ-arrivée, plus SIJ va être peuplé, moins cette probabilité va être grande parce qu'il existerait davantage de cibles potentielles capables de capter un mouvement issu de I. Après avoir évalué la mobilité humaine, il nous faut nous interroger sur tous les phénomènes possiblement à l'origine de l'éclosion de cas de maladies transmissibles. Il peut s'agir d'un contact local entre hommes sains et hommes contaminés, entre l'homme et l'animal, ou alors avec l'environnement. Il peut aussi s'agir d'une contagion à distance, à titre d'exportation de cas ou d'importation. Mais ce que l'on a tendance à souvent oublier, c'est qu'il peut s'agir aussi d'une perte d'immunité, ce qui est parfois le cas dans le paludisme chez certaines femmes enceintes ou dans la tuberculose en cas d'immunodépression. Une fois les phénomènes répertoriés, nous pouvons choisir de les modéliser en approche compartimentale, par exemple. Et à ce moment-là, il s'agit de mettre en œuvre une approche mécanistique basée sur une chaîne d'équations différentielles qui permet de cerner la complexité parce que l'on décrit tous les états possibles chez tous les autres impliqués. Et également les transitions, les mécanismes de transition entre ces différents états. L'équation ci-dessous montre la production de nouveaux cas comme dépendant du taux de personnes susceptibles, du taux de personnes infectées et aussi de la probabilité bêta que une infection résulte du contact entre infectés et susceptibles. On prend soin d'ôter de cette quantité les malades qui décèdent, puisque gamma représente en fait le taux de mortalité. Mais on peut choisir également de modéliser en simple dépendance spatiale, ce qui est utile lorsque les mécanismes de transmission de la maladie sont ultra complexes ou mal maîtrisés. À ce moment-là, il s'agira de calculer une pression de l'épidémie en chaque point de l'espace qui nous intéresse comme dépendant de l'incidence sur les points I à distance et de la distance qui sépare notre point focal J de ces points I distants.
Je vais maintenant vous présenter quelques résultats qui mettent en œuvre les méthodes que nous venons de voir. Dans la modélisation du paludisme, de la transmission du paludisme au Sénégal, nous avons voulu prendre en compte le rôle de la mobilité humaine. Le diagramme ci-dessous est typiquement la représentation d'un modèle SIR. Nous avons des personnes susceptibles qui, au décours d'une infection, d'une piqûre infestante, vont rentrer en infection active. Cette infection active va évoluer vers la production de gamétocytes. Certains gamétocytaires vont présenter des symptômes. Ce sont des malades qui vont être diagnostiqués et traités. Les personnes traitées deviennent réfractaires à une nouvelle infection du même haplotype pendant une période de temps qui correspond en fait à la durée de présence du médicament pris dans leur sang. À l'issue de cette période, ces personnes retournent à la case susceptible et peuvent refaire une nouvelle infection. Le compartiment que vous voyez ici, IA, représente des infectés anciens. Ce sont des personnes relativement plus âgées qui, à l'issue d'infections répétées, ont développé une sorte d'immunité, une prémunition contre la maladie, mais c'est une prémunition qui n'est pas stérile. Ça veut dire que ces personnes conservent encore certaines formes parasitaires qui peuvent s'activer. Et justement, de temps en temps, ces personnes vont perdre leur immunité, rentrer en infection active et refaire le cycle. AS représente des anophèles qui sont susceptibles, qui, après avoir piqué une personne humaine contaminée, deviennent eux-mêmes infectés et peuvent transmettre la maladie. Ce que l'on remarque ici, c'est que l'apport de cas depuis l'extérieur par la mobilité humaine est compétitif avec la production de cas par perte d'immunité. Alors, il nous fallait donc évaluer la structure même de notre modèle en testant différentes éventualités. D'abord, nous avons testé notre modèle vide de l'immunité et de la mobilité, c'est-à-dire sans tenir compte de ces deux phénomènes. Ensuite, nous avons testé différents schémas mathématiques de mobilité. Ensuite, l'immunité seule et enfin l'immunité associée à la mobilité. Ce que l'on remarque, c'est que la moindre déviance était observée lorsque l'on prenait en compte à la fois la mobilité et l'immunité avec une sorte d'effet potentialisateur synergique qui n'est pas très facile à expliquer puisque les différents paramètres mobilité et immunité considérés seuls rendaient le modèle plutôt déviant. Nous avons néanmoins choisi de conserver à la fois la mobilité et l'immunité dans notre modèle final, puisque ces deux phénomènes sont bien décrits dans la littérature sur la question. Avec le modèle final retenu, il nous est possible d'effectuer des simulations d'intervention et d'anticiper les résultats que l'on peut avoir sous les différentes stratégies d'intervention thérapeutique. Le résultat que vous voyez ici est issu de l'imbrication de plusieurs chaînes d'équations avec une trentaine de termes et 15 paramètres dont nous en avons estimé 7 par des méthodes de calibration bayésienne. Évidemment, il me paraît superflu de vous afficher ici les catalogues d'équations. La deuxième étude qui nous intéresse porte sur l'épidémie de choléra 2010 en Haïti et dans cette étude, nous cherchions à prédire les démarrages d'épidémies dans différentes zones. Et c'est une approche basée sur la dépendance spatiale simple que nous avons choisi de mettre en œuvre sans faire appel à un modèle compartimental. En phase d'expansion de l'épidémie, nous avons donc analysé les démarrages sur 78 zones géographiques, en nous appuyant sur les données de mobilité générées à partir des données téléphoniques de 3 millions d'abonnés. Il s'agissait concrètement de calculer une pression J de l'épidémie en chaque point de l'espace non encore touché, comme dépendant de l'apport de cas depuis les zones I déjà touchées, et l'apport de cas provenant de chaque zone I était pondéré par la probabilité de mouvement de I vers J.
Lorsque la pression dépassait un certain seuil, nous prédisions un démarrage d'épidémie dans les 7 jours qui suivent. Les probabilités P pouvaient être estimées à partir de la matrice téléphonique ou par divers modèles mathématiques de gravité. Ce que l'on remarque en analyse de sensibilité, c'est que les pressions prédites à partir de la matrice téléphonique sont un assez bon prédicteur du démarrage d'épidémie dans les 7 jours consécutifs. Et les pressions calculées par modèle mathématique de gravité étaient aussi prédicteurs, mais dans une moindre mesure. Le grand intérêt de cette méthode est de pouvoir déterminer de façon assez simple les prochaines zones prioritaires en termes d'intervention stratégique et donc de façon préventive. La grande limite, par contre, c'est que l'on ne peut réaliser que des prédictions à court terme, puisque, à mesure que l'épidémie avance, la production de cas locaux devient importante et il convient de les prendre en compte dans des modèles beaucoup plus élaborés. La troisième étude qui nous intéresse porte sur l'épidémie récente d'Ebola en Afrique de l'Ouest et dans cette étude, nous cherchions à déterminer les zones où les flux de mobilité sont relativement plus intenses, avec l'idée que ces zones ou régions pourraient constituer des réseaux préférentiels de distribution de la maladie. La méthode que nous utilisons est basée sur un algorithme connu qui en soi permet de détecter le degré d'agglomération des éléments dans l'espace. Sur l'exemple à gauche ici, pour entrer dans le cluster gris, chaque point doit posséder certaines caractéristiques. C'est-à-dire que le cercle de centre dont il constitue lui-même le centre et de rayon R doit pouvoir englober au moins 2 de ses voisins. Donc on se rend compte que plus les points sont proches entre eux, plus ils auront tendance à former un groupe. La même méthode est utilisée ici sur notre espace géographique, mais avec pour métrique de proximité, non pas la distance brute, mais l'intensité de flux entre les différents sites. Et sur cet exemple précis, il fallait posséder au moins 3 voisins avec lesquels on entretient des trafics, des flux de mouvements humains qui s'inscrivent dans le décile supérieur de la matrice des flux. Il fallait remplir ces conditions pour rentrer dans un réseau de flux. Vous vous rendrez compte que les valeurs de n, c'est-à-dire le nombre de voisins à posséder pour ne pas être considéré comme un enclavé isolé, et de r, qui est la distance à explorer autour de chaque site pour détecter les voisins, eh bien ces valeurs ne pourraient être fixées par hasard. C'est la raison pour laquelle, avant d'analyser les liens possibles entre cluster, prévalence cumulée et rapidité de démarrage, nous avons effectué une série de réplications qui correspondent à des valeurs graduées du couple Rn. Et pour chaque réplication, nous nous sommes simplement demandé si la prévalence cumulée était significativement plus importante en cluster qu'en zone non cluster et si l'épidémie avait démarré plus rapidement en cluster. En fonction des différentes méthodes utilisées pour évaluer la mobilité, parce que nous ne disposions pas des données relevées de terrain sur la mobilité, en fonction de ces différentes méthodes, la prévalence cumulée significativement plus importante en cluster était observée dans 78 à 100% des cas. Le meilleur score revenant au modèle Lévy-Flight, ce qui voudrait dire que si l'on suppose que l'épidémie s'est propagée essentiellement par le biais de la mobilité humaine, eh bien cette mobilité humaine se serait opérée sur un mode qui est davantage proche du mode Lévy-Flight, c'est-à-dire que les différentes tailles de population qui représentent l'attractivité des différentes villes n'a pas joué de rôle, n'est pas rentré en ligne de compte. Pour ce qui est du démarrage plus rapide en cluster, les courbes de survie entre zones cluster et non cluster n'étaient significativement différentes entre elles que dans 0 à 6% des cas.
Ce qui voudrait dire que l'on n'a pas démarré l'épidémie beaucoup plus tôt parce que l'on appartenait à un cluster de mobilité. Mais une fois que le cluster a été atteint, il a été plus à même de produire rapidement un plus grand nombre de cas. En guise de discussion, je voudrais d'abord faire remarquer un aspect qui n'a pas été possible d'explorer dans ces études que je viens de présenter, pour la simple raison que nous ne disposions pas de données adaptées. C'est l'aspect de l'homogénéité de l'espace. En postulant des modèles de gravité ou le modèle des Levi-Flight, on fait l'hypothèse que l'on n'admet pas d'autres facteurs déterminants majeurs à la mobilité, autres que l'attractivité, représentée par les tailles de population, et la distance qui sépare les sites. Lorsque, comme le montre le graphique ci-dessous, il existe des barrières, par exemple culturelles ou linguistiques, qui peuvent être un frein à la mobilité entre les différentes zones. Il convient de les prendre en compte, par exemple en instaurant des coefficients de perméabilité entre les différentes zones ou en réalisant des calibrations zone par zone. Sinon, la mise en commun de flux provenant de régions hétéroclites peut aboutir à un ensemble de flux qui n'obéissent plus aux lois de déterrence classiques qui sont décrites dans les modèles mathématiques. Il faut pouvoir imputer la persistance ou la résurgence de cas au phénomène de mobilité humaine. Cela suppose que l'on a bien modélisé tous les phénomènes possiblement à l'origine de l'éclosion ou de l'amplification de cas observés. La perte d'immunité, nous en avons parlé. Il faut aussi pouvoir modéliser tous les autres intermédiaires. Malheureusement, parfois, ils ne sont pas tous connus à un moment donné. Il faut pouvoir modéliser les facteurs locaux, environnementaux, qui peuvent expliquer l'amplification de cas dans certaines zones, par exemple les facteurs d'hygiène, etc. Et le meilleur moyen pour pouvoir garantir l'imputabilité des cas observés à la mobilité, c'est de tracer directement le transport de pathogènes, ce qui est de plus en plus réalisé pour le plasmodium. Il faut aussi, pour être plus précis, tenir compte des fluctuations saisonnières de la densité de la mobilité. Dans les études que je vous ai présentées, nous avions estimé que cette mobilité restait relativement constante sur la période qui nous intéressait. La grande question qui continue à animer la communauté autour de cette problématique, c'est est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y aura un modèle universel dont le principe va permettre de régir le phénomène de mobilité à l'échelle globale. Simini avait démontré dans un papier que les modèles de gravité n'étaient en fait qu'un cas particulier du modèle général de radiation lorsque la distribution des destinations potentielles était fractale, c'est-à-dire qu'elle se répétait identiquement quelle que soit l'échelle considérée et quel que soit le site particulier pris en exemple. Et il est très facile de démontrer qu'un modèle Levi-Flight n'est qu'un cas particulier des modèles de gravité à déterrence de type puissance, où les tailles de population ne rentrent plus en ligne de compte parce que identiques. Donc si l'on pousse la comparaison un peu plus loin, on va se rendre compte que dans un environnement complètement homogène, eh bien la mobilité humaine aura tendance à obéir à une loi mathématique de type Levi-Flight qui a été décrite dans la survie biologique, même si l'on sait très bien que les motivations de la mobilité chez l'homme se citent davantage en termes de besoins d'expansion, de besoins d'épanouissement et d'efficacité, plutôt que en besoin de survie biologique au sens primaire du terme. En pratique, lorsqu'on se trouve face à un phénomène de transmission, de diffusion de maladies infectieuses qui nécessite que l'on prenne en compte le rôle joué par la mobilité humaine, nous proposons de nous poser cette série de questions. D'abord, est-ce qu'un réseau d'individus a déjà été décrit?
Si oui, on est souvent à une échelle plus réduite en termes de distance et l'on peut utiliser des méthodes spécifiques dédiées à l'étude des réseaux pour anticiper la propagation de l'épidémie. Sinon, et que des puces RFID, par exemple, ont été utilisées pour étudier la connectivité au sein d'un groupe, on est sur un espace relativement réduit et on peut se ramener aux méthodes d'étude de réseau. Si l'on dispose des données téléphoniques, CDR, c'est pour Call Detail Record, données téléphoniques donc qui vont nous permettre d'explorer la mobilité des individus en calculant les probabilités de mouvement entre les différents sites, probabilités que l'on peut intégrer à un modèle de transmission si l'on en dispose. On aboutit ainsi à un métamodèle mathématique, biomathématique, intégrant la mobilité, et ça, c'est le mieux qu'on puisse avoir dans ce domaine. Mais si l'on ne dispose pas de modèle de transmission fiable, on peut se contenter d'écrire les phénomènes en termes de dépendance spatiale en quantifiant les apports depuis les zones déjà touchées vers les zones qui vont l'être prochainement. Lorsqu'on n'a aucun proxy, aucune donnée réelle sur la mobilité, on peut estimer les flux de mobilité à travers des modèles mathématiques que je vous ai présentés, estimer donc des probabilités qu'on va ramener vers un modèle mathématique de transmission ou exploiter en dépendance spatiale. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions et à écouter vos différentes suggestions. Merci encore.